Thibaut Merle, chercheur à l'Université libre de Bruxelles, étudie les étoiles multiples et doubles. Un sujet fascinant qui nous rapproche un peu plus des mystères de notre galaxie. Thibaut's research into binary and multiple star systems is truly groundbreaking. He'll be sharing his discoveries and what they could mean for our understanding of the universe. Please welcome Thibaut Merle to the stage. Bonjour, je vous propose de m'accompagner pour un petit voyage parmi les étoiles et au-delà. Contrairement au Soleil, les étoiles n'aiment pas la solitude et se trouvent généralement d'avoir un ou plusieurs compagnons stellaires. Excusez-moi, il me manque quelque chose pour passer les diapos, je pense. J'ai besoin du clicker. Ok, bon, alors on va faire sans, mais ça va être compliqué. J'ai pas le clicker. Peut-être je recommence. Ou pas. Normalement, oui, voilà. Excusez-moi, comme il y a beaucoup de monde qui est en train de s'installer, je vais recommencer. Non, en fait, il y a plein de monde qui... Oui, voilà. Et... Oui, oui. Et en plus, j'avais... Là, faut que je mute, faut que je... En fait, il y a... No, we need everyone to get up because it's such a distraction that we don't understand. No, we're just starting over all over again. Curiosity. Where would we be without it? Not here at TEDx, about to introduce a talk on astrophysics. Notre prochain conférencier est un astrophysicien passionné. Thibaut Merle, chercheur à l'Université libre de Bruxelles, étudie les étoiles doubles et multiples, un sujet fascinant qui nous rapproche un peu plus des mystères de notre galaxie. Thibaut's research into binary and multiple star systems is truly groundbreaking. He'll be sharing his discoveries and what they could mean for our understanding of the universe. Please welcome Thibaut Merle to the stage. Please remain seated until after the hosts come back on stage. Je vous propose de m'accompagner pour une petite balade vers l'infini des étoiles et au-delà. Contrairement au Soleil, les étoiles n'aiment pas trop la solitude et se trouvent d'avoir souvent un ou plusieurs compagnons stellaires. Qui parmi vous, levez la main, connaît l'histoire, la nouvelle de science-fiction d'Isaac Asimov, Quand les ténèbres viendront, écrit il y a fort longtemps, en 1941. Est-ce que certains connaissent ? Alors, si aucun de vous ne connaisse, je reviendrai à la fin faire le lien avec cette excellente nouvelle de science-fiction. Vous savez tous, par contre, que notre système solaire est formé d'une étoile, notre Soleil, autour de laquelle orbitent 8 planètes ainsi que quelques planètes naines. Vous savez aussi peut-être que l'étoile la plus proche de notre Soleil se trouve être Proxima du Centaure. Donc Proxima se trouve dans la constellation du Centaure, qui est une constellation du ciel austral, qui se trouve au voisinage de la constellation du Scorpion et du Loup, et juste au-dessus de la Croix du Sud. Proxima se trouve à une distance de 4 années-lumière, ce qui signifie que si nous étions capables de voyager à la vitesse de la lumière, eh bien, il nous faudrait 4 ans
pour atteindre Proxima, ce qui n'est pas permis par la théorie de la relativité d'Einstein à cause de notre masse. Mais pour bien fixer les idées, une année-lumière, c'est donc la distance parcourue par la lumière en un an, et cela représente 10 000 milliards de kilomètres, ce qui est considérable. Donc malgré cette grande distance, Proxima est l'étoile la plus proche de nous. Et malgré sa proximité, on ne peut pas la voir à l'œil nu. En effet, Proxima ne fait qu'un dixième de la masse du Soleil et est à peine 1,5 fois plus grosse que Jupiter. Le Soleil est ce qu'on appelle une naine jaune. Proxima est une étoile beaucoup plus froide, qui est ce qu'on appelle une naine rouge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que près des 3/4 des étoiles de notre galaxie sont en fait des naines rouges comme Proxima. Proxima est donc une étoile tout à fait banale. En fait, pas tout à fait. Il se trouve que Proxima est le compagnon stellaire de l'étoile Alpha du Centaure, c'est-à-dire l'étoile la plus brillante de la constellation du Centaure, qui est également une des étoiles les plus brillantes du ciel austral. Proxima est séparée de Alpha d'environ 2 degrés sur le ciel, ce qui signifie qu'on pourrait mettre 4 pleines lunes juxtaposées entre Proxima et Alpha. À cause du gigantisme des distances, je vous ai parlé de l'année-lumière, les astronomes ont défini une autre unité bien commode quand on veut parler du système solaire ou des systèmes stellaires en général. Il s'agit de l'unité astronomique qui représente la distance moyenne entre le Soleil et la Terre et vaut environ 150 millions de kilomètres. Avec cette unité, la Terre est donc à 1 unité astronomique et Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, est à 5 unités astronomiques. Proxima est donc le compagnon de Alpha du Centaure et avec cette unité, elle est située à 8200 unités astronomiques, ce qui va correspondre à une période orbitale d'environ 1,5 million d'années, 500 000 ans. On a donc ici affaire à un système binaire d'étoiles. On parlera simplement de système binaire, où vous allez avoir 2 étoiles qui sont reliées par la gravitation et qui vont orbiter l'une autour de l'autre, alors soit sur une orbite circulaire, comme vous voyez à gauche, ou soit sur une orbite elliptique, comme vous voyez à droite. Lorsque l'orbite est circulaire, les vitesses des étoiles sont constantes. Par contre, lorsque l'orbite est elliptique, vous voyez que les étoiles ont des vitesses maximales lorsqu'elles sont le plus rapprochées et des vitesses minimales lorsqu'elles sont le plus éloignées. Dans le système solaire, il se trouve que le Soleil est tellement massif que si vous prenez le Soleil et toutes les planètes, eh bien, le centre de masse du système solaire, le centre de gravité, se trouve toujours à l'intérieur du Soleil, sauf quand les 2 plus grosses planètes, Jupiter et Saturne, sont du même côté du Soleil. Et alors, dans ce cas-là, vous avez le centre de masse qui peut être amené à aller à 1 ou 2 rayons solaires en dehors du Soleil, donc. Même si on n'en a pas l'expérience avec notre Soleil unique, près de la moitié des étoiles de la galaxie appartiennent à des systèmes binaires ou multiples. Et ceci est une conséquence de la façon dont se forment les étoiles. Alors bien sûr, pour comprendre comment se forment et évoluent les étoiles, les astrophysiciens développent des modèles physiques qui permettent de rendre compte de l'évolution de ces systèmes. Ce sont des modèles de structure et d'évolution. Et grâce à ces modèles, on est capable de dire, par exemple, que le Soleil va encore tranquillement fusionner en son cœur de l'hydrogène en hélium pendant encore 5 milliards d'années. C'est toujours grâce à ces modèles qu'on est capable de dire que c'est la masse qui va gouverner l'évolution entière de l'étoile depuis qu'elle s'est formée. Par exemple, si vous prenez des étoiles de type solaire, c'est le cycle de Gauss, ces étoiles de type solaire vont évoluer sur des milliards d'années avant de devenir des géantes rouges et d'expulser leur enveloppe externe en nébuleuse planétaire, laissant un petit cœur, un petit résidu qui est relativement chaud et qu'on appelle une naine blanche. Pour les étoiles qui sont beaucoup plus massives, eh bien, l'évolution est beaucoup plus rapide. Donc les étoiles qui font plus de 8 fois la masse du Soleil vont évoluer sur quelques millions à quelques centaines de millions d'années avant d'exploser en supernova, laissant un résidu très compact, soit sous forme d'étoiles à neutrons, soit sous forme d'étoiles. Mais la présence d'un compagnon stellaire peut dramatiquement modifier ces 2 scénarios que vous voyez ici. Et au premier chef,
ce qui va gouverner l'évolution des systèmes binaires, c'est non seulement la masse de chaque étoile, mais également leur séparation. Si vous avez deux étoiles qui sont séparées de plus de 10 unités astronomiques, l'équivalent de la distance entre le Soleil et Saturne, eh bien, il y a relativement peu de chances que ces deux étoiles interagissent un jour ou l'autre. Je vous ai dit que Proxima était située à 8200 unités astronomiques de Alpha du Centaure. Eh bien, il y a très peu de chances que ces deux étoiles interagissent. Néanmoins, Alpha est un peu plus massive que Proxima. Et donc Alpha va évoluer vers le stade de géante rouge pour laisser à la fin une naine blanche, alors que Proxima sera toujours une naine rouge pendant au moins 15 à 20 milliards d'années. Si vous prenez l'étoile la plus brillante du ciel, que vous connaissez peut-être et qui est visible actuellement, Sirius. Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel, mais c'est également l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien. C'est donc Alpha Canis Major. Eh bien, cette étoile, en fait, n'est pas une étoile unique. C'est un système binaire dont la composante la plus brillante, qu'on appelle la primaire, est 2 fois plus massive que le Soleil et 2 fois plus chaude également que le Soleil. Son compagnon, que vous observez en bas à gauche, le petit point lumineux que vous avez ici, est en fait une naine blanche. C'est-à-dire que cette étoile a été plus massive que la primaire, mais a déjà fini d'évoluer pour ne laisser que la naine blanche. Cette naine blanche est 3 fois plus chaude que Sirius, mais elle a la taille de la Terre avec la masse du Soleil. Vous avez donc affaire ici à un système binaire qui évolue sur une période de 50 ans, ce qui représente environ une vingtaine d'unités astronomiques. Donc on peut raisonnablement supposer que les deux étoiles évoluent sans s'influencer, comme pour Proxima du Centaure, pour Proxima et Alpha Centauri. Mais ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est que Alpha Centauri, l'étoile la plus brillante, est elle-même un système binaire. En effet, on peut résoudre avec le télescope spatial Hubble, on est capable de séparer les deux composantes de Alpha du Centaure, qui sont ici Rigil Kentaurus sur la gauche et Tollyman sur la droite. Et puis donc vous avez Proxima à 2 degrés. Eh bien, ces deux étoiles que forme Alpha du Centaure sont des étoiles relativement similaires au Soleil. À gauche, vous avez le Soleil, et donc vous voyez que Alpha Centauri A est un peu plus massive et un peu plus brillante, et Alpha Centauri B est légèrement moins massive et légèrement moins brillante également. Et on a donc affaire ici à un système triple que l'on qualifie de hiérarchique, parce que tout se passe comme si, à chaque niveau de hiérarchie, on pouvait décrire le système comme un système binaire. Vous avez ici l'exemple donc d'un système triple compact, où vous avez donc la composante B qui forme une binaire serrée sur une courte période, et donc l'étoile A, avec le centre de masse de l'étoile B, va orbiter sur une orbite beaucoup plus grande. À droite, vous avez une illustration de ce phénomène de structure hiérarchique, où vous avez donc une courte période et une longue période pour décrire les trajectoires de ce système triple. Et en général, si on visualise ces trajectoires, ça forme de jolies images de spirographes comme vous en avez ici. Donc l'architecture des systèmes n'est pas du tout aléatoire en fait, et la structure des systèmes que l'on observe est le résultat des lois de la physique, comme la dynamique des corps, la conservation de l'énergie, également la conservation du moment angulaire, qui est une mesure de la quantité de rotation que vous avez à l'intérieur d'un système. Alors, on a parlé des systèmes triples, on peut avoir également des systèmes avec 4 étoiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 4 étoiles, vous pouvez avoir différentes architectures stables. Vous avez un premier type d'architecture où vous avez un système triple qui est orbité par une quatrième étoile plus distante. Mais généralement, on observe plutôt des structures en configuration 2+2, où vous allez avoir un système binaire à courte période qui va orbiter autour d'un autre système binaire, lui aussi à relativement courte période. Et donc ces deux structures sont relativement stables. Alors maintenant, voyons une illustration de cela. À 80 années-lumière se situe la première étoile double connue depuis l'Antiquité. Il s'agit de Zeta Ursae Majoris,
vous connaissez tous la constellation, je pense, la constellation de la Grande Ourse, et en général, c'est plutôt la casserole qui est formée des étoiles les plus visibles. Eh bien, cette étoile, Zeta, c'est la deuxième en partant de la queue de la casserole. Et même à l'œil nu, je pense, dans la salle, vous pouvez voir une espèce d'asymétrie sur l'étoile. C'est parce qu'en fait, à l'œil nu, si vous avez une fine acuité visuelle, vous pouvez séparer les deux composantes. Et donc vous avez, on va dire, une excellente vue si vous êtes capable de séparer ces deux étoiles. Ces deux étoiles portent le nom de Mizar et Alcor, qui signifie le cheval et le cavalier en arabe. Avec ce système binaire visuel, eh bien, en fait, on peut faire un zoom sur ce système, Alcor à gauche, Mizar à droite. Eh bien, ce qui est remarquable, c'est que Alcor que vous avez à gauche est également un système binaire. Et on peut en fait voir le compagnon en utilisant une technique qui s'appelle la coronographie et qui permet de voir le tout petit point que vous avez en bas à droite, qui est le compagnon de Alcor A et qui a une période d'environ une centaine de jours. Ensuite, vous avez Mizar, qui est elle-même un système binaire qui est aussi résolu spatialement. Vous voyez les deux composantes. Et donc, vous avez ici un système, en fait, qui est encore plus remarquable, c'est un système quadruple. Et vous avez Mizar B qui est un système binaire qui est détecté en spectroscopie par des variations de vitesse qui sont mesurées par effet Doppler. Et puis vous avez une autre composante, Mizar A, qui, elle, est résolue grâce à ce qu'on appelle de l'interférométrie de tavelure, qui permet de geler la turbulence atmosphérique et qui permet de descendre à une résolution inférieure à l'arc seconde, qui permet donc de résoudre les deux composantes. Et alors, donc, Mizar B, le système double, orbite autour de Mizar A, un autre système double, sur des échelles de temps allant de 2000 à 3000 ans. Et in fine, Alcor et Mizar sont liés par la gravitation et on estime que la période orbitale est de l'ordre du million d'années, ce qui est colossal et ce qui signifie que Alcor et Mizar sont faiblement liés par la gravitation. Et il n'est pas impossible qu'une étoile distante ou qu'une explosion de supernova dans le voisinage perturbe le système et éjecte l'un ou l'autre des étoiles de ce système sextuple. Un autre cas que j'ai envie de vous présenter, il s'agit ici de la représentation en mobile d'une autre étoile, d'un autre système, 65 Ursa Majoris, qui est l'un des tout rares systèmes que l'on connaît, abritant 7 étoiles au sein de ce système. Vous avez à gauche l'observation visuelle, donc on voit une étoile double, mais en fait chacune de ces étoiles doubles, la composante D que vous voyez ici, est un système binaire détecté en interférométrie, et la composante AC qui est ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Donc on a la composante AC qui est un système quintuple, avec la composante D qui est un système binaire. Vous avez donc ici un système sextuple. Alors on déploie différentes techniques observationnelles pour les détecter. Donc j'ai déjà parlé de l'interférométrie, j'ai déjà parlé de la spectroscopie. On a également la photométrie. Parfois, les étoiles vont s'éclipser. Et on va parler alors du coup de binaire à éclipse. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une étoile qui va transiter devant l'autre et va générer des variations de flux périodiques qui permettent de détecter la présence de ces étoiles. Mais en général, les binaires à éclipse, ce sont des binaires à très courte période. Que vous voyez ici en bas, vous avez ici une période de 1,7 jours, ce qui est extrêmement court. Voilà, pour finir, je voulais aussi mentionner l'existence des systèmes non hiérarchiques, qui sont des systèmes relativement instables et pour lesquels on ne peut pas définir d'orbite précise et qui sont stables dans le temps, comme vous avez un exemple ici. Ici, c'est un exemple de simulation. Ce genre de système existe, on en observe, mais en général, on les observe dans des zones de formation stellaire. Et le meilleur exemple que vous connaissez aussi peut-être, c'est le cas du trapézium dans Orion. Je ne sais pas si vous les voyez, mais au centre ici, vous avez 4 étoiles très brillantes qui forment ce qu'on appelle ce fameux trapèze d'Orion et pour lesquelles on ne peut pas définir d'orbite stable. Par contre, chacune de ces étoiles est elle-même un système binaire ou triple pour lesquels on peut définir des orbites. Et donc ce genre de système, en général relativement jeune, se forme dans ces zones de formation stellaire, ces pouponnières d'étoiles, où il y a beaucoup de gaz. Ensuite, ces systèmes vont évoluer et il va y avoir donc dans ces amas stellaires des sous-groupes qui vont se détacher
à cause des perturbations externes et qui vont finir par évoluer dans le disque galactique. Et pour les systèmes les plus compacts, eh bien, ils peuvent ensuite interagir et être à l'origine de phénomènes transitoires qui sont plus ou moins violents. Quelques exemples ici, à gauche, vous avez une nova rouge qui est apparue en 2002 et pour lesquelles vous avez les images du télescope spatial Hubble et qui vous montrent l'évolution dans le temps depuis l'apparition du phénomène. Eh bien, on pense que ce phénomène est lié à la collision entre deux étoiles dans un système binaire. Au milieu, vous avez une supernova qu'on qualifie de thermonucléaire parce que ce genre de phénomène se produit lorsque sur une naine blanche, vous avez accrétion de la matière qui vient d'un compagnon. Et à un certain moment, vous pouvez avoir donc ce déclenchement d'explosion de supernova qui peut produire ici une luminosité du même ordre de grandeur que la galaxie Hôte, et donc est extrêmement visible. Un dernier phénomène extrêmement violent également, dont vous avez certainement entendu parler, est la coalescence des trous noirs. On en a fait la première détection en 2015 grâce au détecteur d'ondes gravitationnelles. Et ces ondes gravitationnelles résultent de la transformation d'une partie de la masse des deux trous noirs en ondes gravitationnelles. Donc tous ces exemples pour illustrer que ces phénomènes transitoires et violents qui arrivent dans l'univers sont le résultat d'interactions ou sont le produit d'interactions entre étoiles dans des systèmes binaires et dans des systèmes multiples. En conclusion, j'en reviens à la nouvelle de science-fiction d'Isaac Asimov. Cette nouvelle met en scène une exoplanète qui aurait 3 fois plus de soleils que Tatooine dans Star Wars, que vous connaissez certainement mieux. Donc il s'agit ici d'un système composé de 6 étoiles qui pourrait avoir une structure similaire à Mizar et Alcor, et autour d'une de ces étoiles, il y a donc une exoplanète. Et la nouvelle raconte l'histoire donc d'une civilisation extraterrestre qui se prépare à être confrontée à l'obscurité de la nuit, qui va arriver sur cette planète, mais qui n'arrive qu'une fois tous les 2000 ans. Et alors je vous laisse le soin d'aller lire la nouvelle pour comprendre tous les enjeux liés à ça, c'est effectivement très intéressant. Sur notre Terre, on a la chance de pouvoir, nous, observer les étoiles chaque nuit. Et donc c'est pour ça qu'il est primordial de préserver l'obscurité de la nuit, afin de pouvoir continuer à observer les étoiles d'une part, mais également à pouvoir les étudier et à pouvoir étudier les nombreux systèmes stellaires qui peuplent la galaxie. Merci. Thank you, Thibaut. Our next speaker. Thank you very much for coming to TEDx Youth at EB3. We hope you enjoyed the talks. We'll be back shortly after the break with more thought-provoking talks. Thank you.